Il y a quelques semaines, je vous faisais une vidéo d'un top 6 des idées reçues en aviation. Mais il y en a d'autres. Du coup aujourd'hui, épisode 2. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques temps on avait déjà fait une vidéo sur un top 6 des idées reçues en aviation, des croyances, des préjugés qui reviennent assez régulièrement. Je vous en ai trouvé 6 nouveaux pour aujourd'hui, du coup on commence avec le premier. Le premier d'aujourd'hui, le copilote n'est pas un vrai pilote, ou en tout cas il n'est pas complètement formé. Eh bien c'est totalement faux. Le copilote dans un avion de ligne, il a exactement les mêmes qualifications que le pilote, ou plutôt que le commandant de bord. En revanche, il est la plupart du temps moins expérimenté. Mais il a toutes ses licences, il a tout à fait le droit de voler, il peut être commandant de bord d'un avion. Alors, pas en transport public sur un avion multipilote, mais en tout cas, c'est pas un élève, c'est pas un assistant, c'est pas le commis du pilote, il est capable de piloter l'avion, et d'ailleurs, sur un vol commercial, régulièrement, la main passe de l'un à l'autre sur qui a les commandes ou qui ne les a pas. En gros, sur un vol commercial, il y a toujours ce qu'on appelle un PF, le pilot flying, celui qui a les commandes, qui pilote directement l'avion, c'est lui qui a les mains sur les contrôles, c'est lui qui dirige l'avion, et le PM, le Pilot Monitoring, qui lui va s'occuper d'une part de surveiller, justement, c'est dans le titre, il va monitorer, il va surveiller le pilote flying, le pilote aux commandes, et il va s'occuper également de tout ce qui est radio et 2-3 autres tâches au sein de l'avion, afin qu'il y en ait un qui s'occupe exclusivement du pilotage et l'autre de quasiment tous les à côté. Le préjugé numéro 2, les pilotes de ligne n'ont pas de vie ou passent leur temps à voyager. Eh ben c'est à la fois vrai, mais pas tout à fait. En gros, un pilote de ligne va pouvoir se retrouver dans différentes situations. On va définir deux catégories, le long courrier et le moyen courrier. Le moyen courrier, en gros, c'est tout ce qui va être vol intérieur, vol court de moins de 2 à 3 heures. Donc, généralement, les pilotes en moyen courrier font ce qu'on appelle plusieurs segments par jour, c'est-à-dire qu'ils vont partir de leur base de départ vers une autre base, puis une deuxième, puis une troisième, et généralement revenir à leur base initiale. La plupart des compagnies low cost fonctionnent comme ça. Vous avez un hub principal, ou en tout cas une base de départ du vol, et ensuite vous faites vos segments vers 2 ou 3 autres destinations avant de revenir à votre point de départ. Le long courrier, en revanche, ça va être un petit peu différent, ça va être des vols beaucoup plus longs, notamment des transatlantiques, ou des vols vers le Japon, l'Australie, etc., qui vont faire 5, 6, 10 heures de vol, parfois même plus que ça, et dans ce cas-là, les pilotes ne vont pas faire directement l'aller-retour, enfin en tout cas les équipages ne vont pas faire directement l'aller-retour, et auront généralement quelques jours de repos sur place à destination avant de repartir dans l'autre sens vers leur base de départ. Donc, c'est un petit peu vrai, les pilotes voyagent pas mal, ça fait partie du métier, mais dans tous les cas, que ce soit en moyen ou en long courrier, leur période temps on, temps off, c'est-à-dire les jours travaillés et les jours de repos, seront à peu près de 2 tiers, 1 tiers. Alors ça dépend des compagnies, ça dépend du type de vol, ça dépend si c'est du long courrier, du moyen courrier, mais grosso modo, on est sur une moyenne de 15 à 20 jours on, donc travailler, et 15 à 10 jours off. Encore une fois, ça dépend vraiment des compagnies. Donc les pilotes ne passent pas exactement leur vie à voyager, même s'ils le font souvent. L'idée reçue numéro 3, le pilote, ou en tout cas les pilotes, peuvent endormir les passagers avec l'oxygène. Ah bah alors ça c'est totalement faux. Déjà, les pilotes n'ont pas directement la main sur l'oxygène. Alors oui, ils peuvent choisir de déclencher les masques à oxygène, qui de toute façon se déclencheront automatiquement dans certaines conditions. Mais dans tous les cas, les pilotes ne peuvent pas réguler la quantité d'oxygène à l'intérieur de l'avion. Tout est automatisé. Et quand bien même ils pourraient le faire, balancer de l'oxygène dans l'avion, ça va clairement pas endormir les passagers, ça va même être tout le contraire. Si vous respirez plus d'oxygène, votre cerveau sera un petit peu plus alimenté, et du coup fonctionnera un peu plus vite, un peu mieux si je puis dire, que si vous étiez en manque d'oxygène. La preuve, c'est que quand on est en hypoxie, on a tendance à tomber inconscient. L'hypoxie, c'est quand on manque d'oxygène justement, ce qui peut arriver quand on gravit des montagnes, quand on fait de la randonnée en montagne en altitude, on peut sentir un petit peu ce manque d'oxygène, ou dans un avion qui n'est pas pressurisé et sans masque à oxygène. Dans ce cas-là, quand l'oxygène va se raréfier, votre cerveau va commencer à diminuer son activité jusqu'au moment où le niveau d'oxygène est plus suffisant et où vous commencez à délirer, à avoir des hallucinations, et ça peut aller jusqu'à l'inconscience. Donc non, l'oxygène, ça ne peut pas endormir les passagers, au contraire, ça va plutôt les réveiller. Le préjugé numéro 4, les turbulences, c'est quand il y a des trous d'air. Et bien ça, c'est totalement faux, pour la simple et bonne raison que les trous d'air, ça n'existe pas.
La nature a horreur du vide et dans tous les cas, en milieu extérieur, vous ne pouvez pas avoir un trou de vide ou un trou d'air. En revanche, les turbulences, elles peuvent être provoquées par plusieurs facteurs. Le premier, c'est ce qu'on va appeler de la turbulence mécanique. C'est dû au vent, notamment quand il va rencontrer des reliefs. Du vent qui va rencontrer une montagne va être forcé à être poussé vers le haut, donc va monter au-dessus de la montagne, sauf que l'air étant entre guillemets stable, une particule d'air c'est stable à cause de sa température. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, si vous la forcez à monter ou à descendre, elle va avoir tendance à vouloir retrouver sa position initiale. Donc tous ces terres, tout ce vent qui a été poussé vers le haut en rencontrant le flanc de la montagne, il va avoir tendance à redescendre et ça va vous créer une espèce d'onde derrière la montagne, ce qu'on appelle sous le vent de la montagne. Donc si la montagne est là et que le vent arrive comme ça va monter, puis redescendre et derrière, ça va faire une onde. Et justement, ça peut créer de la turbulence. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avion, il passe dans de l'air qui un coup va monter, un coup va descendre, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu comme essayer d'attraper un ascenseur en plein mouvement. Si vous essayez de grimper dans un ascenseur qui est en train de monter, au moment où vous allez prendre contact avec l'ascenseur, vous allez vous faire secouer un petit peu. La différence, c'est que l'avion, il vole à peu près à 800 km/h, donc passer à 800 km/h dans de l'air qui un coup monte, un coup descend, un coup monte, un coup descend, forcément, ça va avoir tendance à secouer l'avion, et c'est une des causes possibles de turbulence. L'autre possibilité, c'est ce qu'on va appeler les thermiques, les courants ascendants. Quand vous avez des bulles d'air plus chaud que l'air qui l'entoure, elles vont avoir tendance à monter, un petit peu comme une montgolfière, et là c'est un petit peu pareil que tout à l'heure. Si vous passez dans cette bulle d'air chaud qui est en train de monter, forcément, l'avion va avoir tendance à être poussé vers le haut alors qu'il était à un niveau stable, et du coup, vous arrivez dans cette bulle, on vous pousse vers le haut, vous sortez de la bulle, ça redescend vers le bas. Donc c'est ça, ces sensations de montée-descente qu'on peut sentir dans les avions au moment où il y a des turbulences. C'est les deux grandes causes principales de turbulence, donc c'est en aucun cas à cause d'un trou d'air. Les sensations que vous pouvez avoir de l'avion qui descend ou qui tombe, c'est quand justement vous passez d'un air plus chaud à un air plus froid, ou que vous passez dans la partie descendante de l'onde dont je parlais juste avant. En numéro 5, les compagnies low cost sont moins safe que les autres compagnies. Et bien ça aussi, c'est pas vrai du tout, en tout cas pas toujours. On peut prendre l'exemple de Ryanair, qui est une des compagnies les plus sûres au monde, pourtant c'est du low cost, mais c'est une des compagnies qui renouvelle très régulièrement sa flotte. En gros, j'exagère à peine, mais dès qu'il y a une nouvelle version du Boeing 737 qui sort, Ryanair se la procure et renouvelle sa flotte. Donc les compagnies low cost ne sont pas forcément moins fiables ou moins sécuritaires que les autres, et il existe des compagnies qui ne soient pas low cost, des compagnies nationales de certains pays, qui, au contraire, malgré le fait que ce soit de grosses compagnies, que ce soit des compagnies nationales ou pas particulièrement du low cost, auront quelques défauts de sécurité et ça peut aller jusqu'à être blacklisté dans certains pays. En Europe, il y a certaines compagnies de pays extérieurs qui sont interdites de survol du territoire, justement parce qu'elles manquent de sécurité, parce que leur niveau de sécurité a été estimé trop bas. Donc non, les compagnies low cost ne sont pas forcément moins fiables ou plus dangereuses que les autres compagnies. En numéro 6, les téléphones portables, ça peut faire se crasher les avions. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. En gros, c'est même quasiment impossible. Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'éteindre ou de mettre leur téléphone portable en mode avion pendant le vol? C'est que dans un avion où il y a 200 ou 300 personnes, vous avez peut-être déjà entendu dans votre voiture, quand votre téléphone est en recherche de réseau, vous entendez ce petit bip bip dans les haut-parleurs. Eh ben, dans l'avion, les deux pilotes devant, ils ont des casques pour pouvoir parler à la radio. S'il y a 200 ou 300 personnes derrière avec 200 ou 300 téléphones portables qui sont tous en train d'essayer en même temps de chercher du réseau, ce bip bip, là, ces interférences extrêmement ennuyeuses, les deux pilotes, ils vont l'avoir dans leur casque. Donc non seulement ça peut potentiellement perturber l'écoute des messages, mais ça peut aussi perturber carrément la réception des infos radio. Donc c'est vrai pour les communications radio, ça peut être vrai également pour certains instruments. L'avion fonctionne avec des instruments qui utilisent des signaux radio, des ondes radio, et le fait d'avoir 200 ou 300 téléphones portables qui vont essayer de rechercher le réseau en même temps, qui vont émettre et potentiellement recevoir des ondes, eh bien ça peut perturber, même si ce n'est pas les mêmes gammes de fréquences, ça peut perturber la réception des signaux radio des instruments de l'avion, et du coup perturber le vol en lui-même. Donc dans l'absolu, ça ne va pas faire tomber l'avion. En revanche, si les pilotes ne sont pas capables de se diriger ou d'éviter des obstacles à cause du fait que leurs instruments sont perturbés, dans ce cas-là, oui, ça peut mener à un accident. Donc dans tous les cas, mettez votre téléphone en mode avion. Et enfin, pour finir, mon préféré, le numéro 7, les avions pulvérisent des produits chimiques. Vous savez, ces traînées blanches qu'on voit derrière les avions, là,
eh ben, il y a une croyance qui dit que ce sont des produits chimiques qui sont pulvérisés par les avions. Les raisons sont diverses et variées, hein. Je vous laisserai aller sur internet pour chercher un petit peu toutes les théories du complot, etc. qui sont mises en avant à ce propos-là. Je vous rassure, c'est totalement faux. Alors oui, je vois déjà arriver les gens qui disent de toute façon, il est pilote donc il va pas nous dire la vérité. Si c'est ce que vous voulez croire, c'est votre droit. En revanche, je vous le dis, c'est pas des produits chimiques, enfin techniquement aussi, puisque ça vient de la combustion du carburant de l'avion qui est un produit chimique, mais c'est pas des produits chimiques qui servent à quoi que ce soit de particulier, c'est pas volontairement larguer des avions. En fait, ce qui se passe, c'est de la condensation. Pourquoi? Parce que le carburant qui va être brûlé à l'intérieur des moteurs de l'avion va générer d'une part de la vapeur d'eau et de deux, ce qu'on appelle des noyaux de condensation, en fait des petites particules sur lesquelles l'eau va avoir tendance à se fixer. En altitude, l'air a tendance à être plutôt sec et surtout très froid. Quand l'air est froid, il a très peu de capacité à retenir l'humidité, à contenir de l'humidité. C'est pour ça par exemple que le matin on peut avoir du brouillard puisqu'il fait plus frais. L'eau qui est sous forme de gaz dans l'air, en refroidissant va avoir tendance à se condenser, donc va repasser à l'état liquide sous forme de micro-gouttelettes, ça va créer du brouillard. Et bien ce qui se passe à l'arrière d'un moteur d'avion quand on voit ces traînées blanches, c'est exactement la même chose. L'avion est dans de l'air froid, donc avec une capacité à retenir de l'humidité sous état gazeux très limité. Donc en apportant de l'humidité en plus par la combustion du carburant, on va saturer la masse d'air et donc du coup, l'humidité en excès va avoir tendance à se condenser, donc en micro-gouttelettes, donc devenir visible. Et c'est pour ça qu'on voit ces traînées blanches à l'arrière de l'avion. Donc c'est majoritairement, en plus des gaz d'échappement de l'avion et de quelques particules dues à la combustion, ces traces blanches, c'est majoritairement de la vapeur d'eau. Donc non, c'est pas des produits chimiques, c'est pas fait pour contrôler les foules ou pour contrôler la météo. Même s'il y a certaines études qui ont prouvé qu'à forte dose, en tout cas quand elles sont nombreuses, ces traînées de condensation, ce qu'on appelle des contrails en anglais, vont avoir tendance à avoir un impact sur le réchauffement. Je vous laisse aller chercher un petit peu des infos à ce sujet. Mais en gros, ça va avoir tendance à un peu avoir le même effet que certains nuages, soit à refléter la lumière du soleil dans un sens, ou plutôt à emprisonner la chaleur dans les basses couches. Mais ça, je vous laisse aller voir sur internet. J'en ferai peut-être une vidéo à l'avenir, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Si vous avez apprécié la vidéo, le petit pouce. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.